Merci beaucoup. Effectivement, je vais tout à l'heure vous expliquer un ou deux points sur la manière dont on fonctionne au clip. Je remercie très sincèrement Marie-Odile Krebs de m'avoir invité aujourd'hui pour parler du clip, et puis au-delà de ça, surtout pour parler pour donner 2-3 idées sur l'articulation entre les structures pour les adolescents et puis la détection précoce, sachant que Philippe Loconus l'a dit plusieurs fois ce matin, je suis d'accord avec ça. Moi, je prétends pas vendre un modèle là tout de suite. Je pense qu'il faut faire preuve d'un certain pragmatisme vis-à-vis des différentes situations locales. Et il faut d'abord se baser là-dessus. Juste un tout petit point, avant tout, un tout petit point théorique. On est bien d'accord que on a beaucoup parlé de l'intervention précoce, comme jusqu'à présent, comme les interventions d'équipes pluridisciplinaires de santé mentale qui proposent des interventions intensives et personnalisées dans une fenêtre critique. Et cette fenêtre critique correspond aux phases précoces de psychose. Et puis, il faut bien se le dire, on a vu le mapping tout à l'heure, mais si on est tous là aujourd'hui, on est convaincus tous que c'est important. Et que c'est très important pour les premiers épisodes de psychose, et que dès les premiers épisodes de psychose, dès les premiers moments, il faut être là au maximum pour favoriser l'engagement des patients dans un processus de soins. Et favoriser cet engagement, avoir une démarche qui permet de favoriser cet engagement, on est d'accord que ça marche. Je vous ai remis ici en dessous, c'est écrit en tout petit, mais évidemment vous pouvez vous référer à l'article qui est en dessous, la dernière méta-analyse de Correll, qui montre que c'est efficace parce que ça permet de diminuer le taux d'abandon du traitement, ça permet d'augmenter le taux de rémission, ça permet de diminuer les symptômes, ça permet de diminuer le nombre d'hospitalisations en psychiatrie, ça permet d'améliorer le fonctionnement global. Ça, je pense qu'on est tous convaincus de ça, et grâce à la méta-analyse de Chris Correll, eh bien, il y a des éléments vraiment de preuve très forts pour dire que c'est efficace, favoriser au maximum l'engagement des patients, est efficace, ça marche, c'est important. Ok. Il y a un autre point quand même qu'il ne faut pas oublier, sur lequel, eh bien, par exemple, Patrick McGorry a beaucoup insisté à une période, c'est la question de la durée de psychose non traitée, et comment, parallèlement au fait de favoriser l'engagement des patients dans le suivi très tôt dès qu'ils arrivent, comment est-ce qu'on fait pour diminuer cette durée de psychose non traitée ? Ces deux questions vont ensemble, elles sont en lien avec l'intervention précoce, et en même temps il y a des modalités d'organisation qui font que, eh bien, on va favoriser l'une, l'autre, les deux, voilà. S'il fallait vous en convaincre, pourquoi est-ce que il faut diminuer au maximum la durée de psychose non traitée ? Parce que la durée de psychose non traitée est associée, si elle est trop longue, est associée à une sévérité plus importante des symptômes, des taux de rémission plus importants, plus de troubles cognitifs, de moins bonnes performances en cognition sociale, et de manière générale des conséquences sociales de la psychose qui sont plus graves, ainsi que, je ne vous l'ai pas mis là, mais un taux de suicide qui est plus important. Donc vraiment, on en est convaincu, diminuer la durée de psychose non traitée, c'est important. Pour diminuer la durée de psychose non traitée, évidemment, il y a quelque chose à faire. Alors, McGorry avait résumé ça sous le concept de « youth friendly », et globalement, ce sont des notions qu'on retrouve dans différentes recommandations. Pour prendre par exemple ici le cadre de référence du Québec, eh bien, il est proposé dans le cadre des références de proposer les services aux personnes âgées de 12 à 35 ans, comme on l'a vu tout à l'heure, Marie-Odile Krebs a montré cette donnée, donc c'est important, voilà. Il y a une question d'âge, d'accès aux soins qui est essentielle. On retrouve un peu cette notion, par exemple ici dans les recommandations du Collège royal des psychiatres pour la Grande-Bretagne, qui dit globalement, voilà, il faut pouvoir donner un accès dès 14 ans
pour que ce soit possible. Et puis vous avez encore d'autres guidelines qui développent d'autres points. Par exemple, les guidelines australiennes ont un point de vue aussi sur le fait de développer quelque chose de culturellement adapté à des populations jeunes. Ça, c'est vraiment très intéressant. Vous retrouvez également des notions sur ces points-là dans les recommandations de l'EPA, l'Association européenne de psychiatrie, qui, elle, ne donne pas d'âge pour ça. Ok. Alors, c'est pas toujours facile de réduire la durée de psychose non traitée. Par exemple, si on se réfère à la méta-analyse de 2018 de Oliver, qui est du groupe de Fusar-Poli, donc, ils ont analysé quelles pouvaient être, selon les différentes modalités d'intervention. Donc, il y a l'intervention précoce pour les premiers épisodes, mais il y a aussi les interventions simplement dans la communauté. Le fait d'entrer, donc intervention dans la communauté, ça veut dire essentiellement de la promotion de la santé mentale, l'entraînement des professionnels de santé, le mélange des deux, c'est-à-dire promotion de la santé mentale et entraînement des professionnels de santé, et puis donc les services d'intervention précoce pour les premiers épisodes ou pour les personnes à haut risque clinique de développer une psychose. Alors c'est pas si évident que ça quand même de réduire la durée de psychose non traitée, et on a encore du mal dans ces services-là à le faire. En fait, ceux qui s'en sortent, ce sont les services qui sont centrés sur les personnes à haut risque, à ultra haut risque, donc les personnes avec un état clinique à risque de psychose, sachant que vous voyez qu'il y a une étude, donc c'est fragile en fait. Donc malgré tout, réduire la durée de psychose non traitée, c'est encore un enjeu, c'est encore une difficulté. Donc en France, on l'a vu tout à l'heure, il y a un mouvement, il y a une volonté, il y a des initiatives locales, des envies pour développer de l'intervention précoce. Mais clairement, comment est-ce qu'en France, on peut essayer de faire de l'intervention précoce en réduisant la durée de psychose non traitée, puis au-delà de ça, donc comment on peut développer une approche youth-friendly en France. Quand on a donc ouvert le centre de Nancy qui s'appelle le CLIP, on s'est évidemment posé cette question, puis on l'a posée aux gens qui nous ont aidés à développer le centre. Il y a quelque chose qui nous est apparu de manière assez nette rapidement, c'est qu'en France, nous avons quand même un avantage. On a des dispositifs qui sont disséminés sur une grande partie du territoire, les maisons des adolescents, et qui pourraient peut-être, éventuellement, être un point d'appui, dans certains cas, en fonction des lieux, pour s'adresser à cette question. Juste pour rappel, je ne sais pas si vous connaissez la statistique, mais en France, il y a quand même 111 maisons des adolescents. Le chiffre est tout frais. C'est la NMDA qui me l'a fourni pour cette présentation. Ça représente à peu près 86 000 personnes vues chaque année, 86 000 nouvelles situations vues chaque année. Voilà. C'est beaucoup. Et juste pour rappel, un petit extrait du cahier des charges des maisons des adolescents que vous avez ici, qui est un document qui est signé par le Premier ministre de l'époque. Voilà, sur un territoire donné, les maisons des adolescents sont des structures pluridisciplinaires qui constituent des lieux ressources sur l'adolescence et ses problématiques à destination des adolescents, des familles et des professionnels. L'adolescence ici, c'est 11-21, mais on a le droit d'aller jusqu'à 25 en fonction des situations locales. Voilà. Globalement, je vous la fais courte. Le cahier des charges des maisons des adolescents est un document très intéressant à lire, et je crois qu'il y a quelques modifications qui sont en cours de réflexion. Si j'ai bien suivi, peut-être qu'on pourra en rediscuter tout à l'heure. En France, il y a quelques équipes qui ont eu la même réflexion de se dire, bah tiens, si effectivement on s'appuyait sur les maisons des adolescents pour discuter de ça. Je vous montre les 3 exemples que j'ai en tête, dont j'ai la connaissance. Il y a l'équipe de Brest, évidemment, de Christophe Lemay et Michel Walter, qui a développé ça depuis très longtemps.
L'équipe de Dijon, qui travaille également en étroite collaboration avec la Maison des Adolescents de Dijon. Et puis donc à Nancy, nous sommes installés dans la Maison des Adolescents pour mener de l'intervention précoce. Et donc je vais vous décrire un petit peu la manière dont on fonctionne à Nancy. C'est surtout pour illustrer aussi les quelques questions qu'on s'est posées vis-à-vis de ça, comment on travaille avec une maison des ados, comment on travaille avec les ados, etc., etc. Donc notre centre s'appelle le CLIP, le centre de liaison et d'intervention précoce. Voilà les gens qui travaillent dedans, une équipe pluridisciplinaire. Alors c'est une petite équipe, hein, on est bien d'accord. Je pense que si on regardait par rapport aux échelles de fidélité danoises dont nous parlait le professeur Nordentoft ce matin, on ne serait pas encore tout à fait bon, hein, ne serait-ce qu'en termes de TP. Clairement, voilà, vous avez des psychiatres, infirmiers, neuropsychologues, psychologues, secrétaires cadre de santé également. Cette équipe, elle a été... en dessous, vous avez les gens qui nous ont beaucoup aidés à mettre ça en place. Raimund Schwan, qui est notre chef de pôle, la directrice de la Maison des Adolescents, Marie-Thérèse Bazy, qui est vraiment quelqu'un qui a été extrêmement soutenant depuis le début. Et puis, Anita Richer-Rössler, qui nous a vraiment conseillé, donc de Bâle, qui nous a vraiment conseillé pour mettre en place ce système-là, et Ahmad Abdelbaki, qu'on ne présente plus ici, évidemment, qui a formé nos équipes. Et donc, le CLIP est dans la maison des ados. Alors, plus précisément, hein, pour être très clair et très pragmatique, on est en coloc avec la maison des ados, à peu près à 50-50, un tout petit peu moins pour notre part. Donc, on paye notre part du loyer, on paye aussi le café, hein, la moitié du café de la maison des ados, on fait la vaisselle un jour sur deux, etc. etc. Enfin bref, vraiment, voilà, il y a une répartition un peu comme ça du truc. Il y a une petite photo, hein, juste pour vous illustrer à quoi ressemble la maison des ados de Meurthe-et-Moselle. Et ce qui est sympa, c'est que comme les maisons des ados sont souvent récentes, ça donne, et puis que c'est vraiment très pensé pour l'accueil des ados, ça donne souvent des lieux vraiment qui sont très sympathiques et très accueillants. La cible du CLIP, premièrement, c'est 16-25 ans. Et deuxième point, donc, nous ciblons à la fois des états cliniques à haut risque de psychose et puis les premiers épisodes non médicalisés, c'est-à-dire des personnes qui ont reçu un traitement depuis moins d'un mois, globalement. Voilà. C'est les deux populations cliniques que l'on vise. Et globalement, la répartition sur notre file active qui est actuellement de 70 à 80 patients par an. Donc là, on explose le caseload pour les case managers. Mais enfin, voilà, entre 70 et 80 patients par an, globalement, on a moitié état clinique à haut risque de psychose et moitié premiers épisodes non médicalisés. Voilà, globalement, on est à moitié-moitié entre les deux. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis donc dans une maison des ados et qu'est-ce qui a fait que ça s'est rendu possible? D'abord, vraiment le truc qui a fait tilt d'emblée, c'est que c'est un lieu qui est facile d'accès, qui est déstigmatisant. La porte d'une maison des ados est facile à pousser. Notre maison des ados, elle se situe en ville, dans un endroit relativement neutre. Quand on va à la maison des ados, on va dans un endroit sympathique, mais il n'y a pas des grosses flèches avec marqué « ado à problème » partout autour de la porte. C'est relativement discret, mais accueillant et repérable. Voilà, ça nous paraissait déjà une évidence. Une autre évidence, c'est que les maisons des ados ont pour mission de développer un réseau autour des ados et des jeunes adultes et que donc eh bien, nous avons pu bénéficier de ce réseau justement pour... Et ça répond un tout petit peu à une question qui a été posée tout à l'heure, c'est un peu l'articulation avec les autres structures de psychiatrie d'adultes. Voilà, tu nous piques nos patients, etc. Mais la question c'est aussi qu'est-ce qu'on fait pour ne pas piquer les patients des autres, mais pour voir ceux qui ne sont pas encore dans le système. C'est ça qui est important quand même aussi. Voilà. Et du coup, on n'a pas trop eu cette question-là avec nos collègues du secteur. D'abord parce que notre structure, elle est
elle est articulée avec les secteurs, avec l'ensemble des secteurs du Grand Nancy, naturellement, mais on n'a pas eu ça non plus, parce que de toute façon, la plupart des patients qu'on voit, en fait, ils ne sont pas passés par le secteur. Ils sont pas à eux, excusez-moi. Voilà. Ils n'ont pas eu le temps de passer par le secteur. Ils arrivent directement à la maison des ados. L'autre avantage, c'est qu'on bénéficie des ressources de la maison des ados. Par exemple, dans la maison des ados de Meurthe-et-Moselle, il y a un médecin généraliste. Voilà, c'est très bien qu'il puisse y avoir un aspect comme ça, santé physique, somatique, générale, quoi. Il y a également une consultation jeunes consommateurs dans la maison des ados de Meurthe-et-Moselle, et donc là aussi très intéressant parce qu'on voit tout de suite l'intérêt de l'articulation avec une consultation jeune consommateur et puis ce qu'on peut s'apporter mutuellement dans les deux sens. Hein. La CJC, il nous aide pour certaines situations qui sont un peu complexes pour les troubles de l'abus de substances, et en même temps ils nous envoient aussi des patients parce qu'ils en voient. Hein. Ce sont aussi des patients qui peuvent arriver par la dictologie. C'est une collaboration logique aussi, parce que vous l'avez vu tout à l'heure dans le cahier des charges, il y a une correspondance des âges. Et nous, quand on a dit à la maison des ados de Meurthe-et-Moselle, attention, nous on voudrait bien aller jusqu'à 25 ans, hein, s'il vous plaît, ils ont dit pas de problème. Voilà, ça ne pose pas de problème. Et donc 16-25, c'était pas un souci. Ce sont des équipes qui ont l'habitude de la pluridisciplinarité, et puis vraiment, la base des maisons des ados, c'est que ce sont des lieux de prévention et de santé qui doivent normalement proposer un accueil inconditionnel. Et tout ça colle bien quand même avec la question de l'intervention précoce. Je vous la fais courte sur le parcours des patients parce qu'il n'y a pas non plus de grande originalité par rapport à tout ce qui a été déployé depuis ce matin. Voilà, l'accueil se fait par un case manager et puis ensuite il y a un certain nombre il y a des évaluations. On tient beaucoup à avoir une évaluation très précise de la symptomatologie, notamment pour les patients UHR, c'est vraiment important. Donc voilà, ça passe par le neuropsychologue. Il y a un psychiatre qui est en référence mais qui est un peu en deuxième plan, etc. Enfin, tout ça, vous le connaissez. Fin de programme en 2 à 5 ans, on est dans une moyenne de 3 ans au CLIP. Je passe assez rapidement aussi sur les évaluations, c'est un peu moins le sujet aujourd'hui. On est essentiellement basé sur la CARMS pour les patients au risque clinique, à ultra haut risque, et puis on utilise également la SPIA lorsque ça nous paraît nécessaire. On a mis en place un certain nombre de programmes de soins, un programme de psychoéducation qu'on a appelé psycho-information, de la gestion du stress donc en TCC, une adaptation du métacognitive training pour ces populations très jeunes et très en début de problématiques, de remédiation cognitive, la gestion des substances. Ok. Voilà à peu près le portrait du CLIP. Ça paraît évident du coup de faire ça dans une maison des ados. Enfin, je ne sais pas si j'ai commencé à vous convaincre ou pas. Mais s'il y a 3 structures qui sont dans des maisons des ados et pas plus que ça, c'est peut-être pour de bonnes raisons. Il y a peut-être quand même des objections, il y a peut-être quand même des difficultés, il y a peut-être quand même des choses à revoir du côté de l'interaction avec les maisons des ados. Je vais me baser maintenant sur des choses qu'on entend quand on discute avec des acteurs des maisons des ados, et puis aussi sur des choses qui ont été écrites à ce sujet, et donc justement c'est l'occasion d'en rediscuter entre nous. Par exemple, il y a un point qui est vraiment très important pour les maisons des ados, c'est que les équipes des maisons des ados doivent s'occuper de tout le monde et pas d'une population spécifique. Voilà. Pour pouvoir rester ouvert à tout le monde, eh bien, il ne faut pas qu'ils se surspécialisent trop vers de l'intervention précoce pour les psychoses. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a retenu ce modèle-là, un peu en colocation dans la maison des ados. On est venu avec notre équipe spécialisée, ils viennent tous de la psychiatrie d'adultes, et de la psychiatrie, et clairement, on est venu avec tout le monde.
En plus, il ne s'agit surtout pas d'aller rogner sur les missions des maisons des ados, c'est très important. Et je sais que ça se passe comme ça aussi à Brest, je sais aussi que ça se passe comme ça à Dijon. On ne peut pas rogner sur les maisons des ados. Il faut amener quelque chose pour que ça puisse se produire. Deuxième point, les maisons des ados doivent d'abord s'occuper des crises en lien avec l'adolescence et non de maladies qui dureront toute la vie. Ça, c'est un point important, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez sensible et qui fait partie effectivement des missions des maisons des ados. Alors d'abord, on est d'accord que si on est en intervention précoce, eh bien effectivement, on est dans une intervention qui est limitée dans le temps. Et c'est le but. Et justement, c'est précisément pas en intervention précoce qu'on va s'occuper toute la vie de quelque chose qui va durer toute la vie. D'ailleurs, en intervention précoce, on essaie, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, on essaie même d'éviter que ça dure toute la vie. Donc, on n'y arrive pas toujours, hein, c'est compliqué, c'est dur, la psychiatrie c'est dur, enfin, je pense que c'est notre but à tous. Et de toute façon, de proposer une intervention plus focalisée sur un temps donné. Et donc, moi je trouve que ça colle assez bien finalement avec cette question-là. Alors ça veut dire quand même qu'on s'adresse, il faut rester sur des populations jeunes et assez en début de prise en charge. Un point qui est peut-être sensible, c'est les maisons des adolescents ne peuvent pas produire de soins standardisés. Je ne sais pas si... C'est des choses entendues ou vues ou lues. Je ne sais pas si on peut dire ça. Je pense qu'il y a un certain nombre de maisons des adolescents qui, de toute façon, produisent des programmes d'intervention ou des programmes de soins. Ça se fait à certains endroits. Et par exemple, dans la maison des adolescents où nous sommes intervenus, ça se faisait avant qu'on arrive. Donc comme quoi, il y a quelque chose qui est possible. Mais peut-être que là, il y a des différences locales qui peuvent être très importantes. Dernier point, faire de l'intervention précoce dans une maison des adolescents pourrait rendre le lieu stigmatisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En quelque sorte, il pourrait y avoir une contamination par les patients qu'on recevrait. Or, on est bien d'accord, moi je pense que c'est exactement dans l'autre sens qu'il faut penser. C'est que précisément, la démarche de l'intervention précoce, elle est ultra déstigmatisante. Elle se veut comme ça. Donc au contraire, on est exactement dans le processus inverse. Et ce qu'on veut, c'est profiter d'un lieu déstigmatisant, surtout pas pour le rendre stigmatisant, mais pour profiter pleinement et respecter ça, et pour profiter de cette porte facile à pousser pour des jeunes. Quelques enjeux supplémentaires qui sont apparus en cours de route. Est-ce que l'intervention précoce, c'est de la pédopsychiatrie ou est-ce que c'est de la psychiatrie pour adultes ? Ça peut paraître bizarre comme question, mais c'est vrai qu'au fond, on s'adresse quand même à une pathologie qui est plutôt une pathologie psychiatrique de l'adulte. Au final, quand même, les psychoses, et notamment la schizophrénie, ce sont plutôt des pathologies psychiatriques de l'adulte. Mais qui commencent, on est d'accord, adolescence, jeune adulte, chez des jeunes pour lesquels la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est parfois bien mieux outillée pour intervenir que la psychiatrie d'adulte. Voilà. Il y a une vraie question autour de ça. Nous, on a tranché cette question comme ça. D'abord, le pédopsychiatre... Alors, ce sont essentiellement des psychiatres d'adultes qui s'occupent du CLIP à Nancy, mais pédopsychiatres et psychiatres d'adultes ont été mêlés dans le comité de pilotage du CLIP. Il y a 2 pédopsychiatres dans le comité de pilotage du CLIP pour vraiment formaliser la manière dont le CLIP fonctionne. Et puis, avant d'ouvrir le CLIP, toute l'équipe s'est déplacée auprès des CMP pour enfants et adolescents, notamment du CMP pour adolescents, pour voir comment on s'articulait. Et en discutant tous ensemble, on s'est aperçu que finalement, mettre pour nous une limite d'âge à 16 ans était pertinent, parce que vraiment en dessous, on allait être beaucoup moins pertinent que nos collègues pédopsychiatres pour intervenir.
Autant à partir de 16 ans, c'est-à-dire l'âge lycée globalement, on se sentait d'y aller, autant 12 à 16 ans, on s'est dit, et de manière consensuelle avec la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, voilà, là quand même, il y a des gens qui sont beaucoup mieux formés, qui ont un réseau, qui savent mieux faire, dont les conditions d'accueil sont différentes. Un autre petit enjeu comme ça, voici un téléphone portable, je ne vous apprends rien je pense, c'est un enjeu premièrement de réactivité vis-à-vis de ces populations jeunes. On en a un petit peu reparlé ce matin, mais c'est vraiment un élément essentiel, c'est-à-dire qu'on a des populations qui sont plus jeunes, qui vont avoir besoin d'encore plus de réactivité de la part des équipes, parce que les choses peuvent aller très très vite, les symptômes peuvent aller très très vite, ça peut être très très fluctuant, la motivation aussi peut être extrêmement fluctuante, et donc cette réactivité, elle est cruciale. Un autre point, c'est la connectivité, c'est-à-dire que clairement, nous, on commence à s'en sortir, et je sais qu'on n'est pas les seuls, on commence à s'en sortir à partir du moment où les jeunes, eh ben, ils ont un numéro de téléphone portable pour appeler le case manager. Avec toutes les précautions que ça implique, hein, on est d'accord. Voilà, avec le fait d'avoir prévenu qu'il n'y a pas quelqu'un derrière en 24/24, etc., qu'on fait avec nos moyens, mais à partir de ce moment-là, on arrive quand même à faire des choses intéressantes, ne serait-ce qu'en s'envoyant des textos, pour se rappeler les rendez-vous, par exemple. Voilà. Le positionnement des professionnels a été aussi un point sur lequel on a beaucoup discuté entre nous. Tutoiement, vouvoiement, je te dis tu, je vous dis vous, je t'appelle monsieur, je vous appelle par votre prénom, voilà. Alors vous avec le prénom, tu avec le... Vraiment, voilà, on s'est mis en place... parce que vraiment on est adolescence, jeune adulte, c'est vraiment une charnière par rapport à cette question-là. On s'est mis d'accord, et on s'est mis d'accord en particulier en fonction du niveau d'intervention, c'est-à-dire que les case managers sont plutôt sur le tutoiement et le prénom, mais avec l'autorisation du patient, et que les autres intervenants qui sont plus en deuxième ligne, donc y compris les psychiatres, sont plutôt dans le vouvoiement. Voilà un certain nombre de questionnements, de remarques que nous nous sommes faits à propos de cette question-là. Conclusion, faire de la détection et de l'intervention précoce en maison des ados, premièrement, c'est possible. Deuxièmement, ça correspond effectivement à un certain nombre des objectifs de l'intervention précoce. Troisièmement, c'est plus réaliste si on le fait avec des équipes dédiées. Il ne faut pas vouloir le faire avec les moyens d'une maison des adolescents. Donc il faut y amener du monde. Et quatrième point, c'est très sympa, et j'en veux pour preuve la figure extrêmement réjouie de toutes les personnes qui travaillent au CLIP. Je vous remercie pour votre attention.